on est en guerre. On est en train de se battre pour la liberté de presse et on doit en avoir une stratégie. C'est ça pourquoi nous sommes ici, pour en discuter. Qu'est-ce que c'est la stratégie et qu'est-ce que sont les raisons pour qu'il n'y ait aucune personne qui s'intéresse pour ce cas de Julian Assange, de Mme Chelsea Manning et de M. Snowden. C'est un empire qui a l'intérêt de tuer des gens, et qui a l'intérêt qu'aucune personne y parle. Pour moi, on se trouve effectivement en pleine guerre de l'information. J'ai commencé dans le journalisme, pour ceux qui sont à Genève, celles qui sont à Genève, il y a 40 ans au Journal de Genève, en 1980 au Journal de Genève. J'aurais jamais pu imaginer, dans 40 ans de vie professionnelle, la dégradation de l'exercice du métier de journaliste et aussi du métier de journaliste et du monde des éditeurs. Parce que, et celles d'entre vous qui s'en souviennent, à l'époque, on avait quand même une vraie diversité, une vraie pluralité de la presse. Il n'existait pas Internet, mais dans les médias traditionnels, que ce soit radio ou presse écrite ou télévision, alors la télévision en Suisse c'est encore un cas particulier, en tout cas dans la presse écrite, on avait une vraie diversité. Et on avait des vrais éditeurs, c'est-à-dire des familles. À l'époque, les journaux étaient détenus par des familles qui étaient indépendantes de la bourse et indépendantes des actionnaires. Et de ce point de vue-là, non seulement des actionnaires comme individus, mais des groupes d'actionnaires ou des sociétés de capitaux qui, en rachetant les journaux, en influant à travers la bourse, influent directement sur le contenu des journaux. C'est ça, peut-être jamais dit. Une question, c'est ça peut-être la raison pour que le journaliste ne se bouge pas pour M. Assange? Alors justement, j'y viens. Parce que quand vous avez des familles indépendantes, par exemple Ringier, par exemple la famille Connings pour TR Média, par exemple Jean-Claude Nicole avec la Suisse à l'époque, ou le groupe Edipresse, ces gens avaient quand même un certain sens de l'honneur. Ils avaient le sens des affaires d'abord, donc de développer leur business, mais aussi le sens de leur honneur professionnel. Au moment où votre entreprise est possédée par des fonds qui sont propriétés eux aussi, il y a des caisses de pension, mais il y a aussi beaucoup de fonds qui sont directement propriétés d'individus qui exercent un contrôle sur l'éditeur. Et c'est le problème de la mise en bourse de tous ces groupes de presse. Toutes ces familles qui détenaient des groupes de presse ont perdu au fond le contrôle de leurs journaux par ce biais-là. Et ça, on n'en a pas du tout été conscient. Même moi, qui étais rédacteur en chef de la Tribune de Genève à l'époque, je pensais que c'était bien d'ouvrir le capital, parce que ça amenait des fonds nouveaux pour développer le journalisme. Pas du tout. En fait, l'apport de capital a été une fermeture éditoriale. C'est ça qui a été la conclusion. Et si vous regardez l'évolution de tous les titres de presse, je parle du monde occidental, je ne parle pas de la Chine, de la Russie, qu'on aime bien critiquer, etc., aussi à juste titre, mais tous les journaux, les 90% des titres, y compris naturellement des télévisions privées, des radios privées, ne sont plus détenus que par quelques individus. Si vous regardez la presse française, Le Monde, tous les grands journaux, tous les grands magazines, il n'y a plus que 5 ou 6 actionnaires, qui sont tous des marchands d'armes, Dassault, Lagardère, donc qui ont des intérêts à faire valoir, ou qui sont tous des multimilliardaires qui ont aussi une idéologie à faire passer, et des affaires à faire fructifier, et des affaires avec la globalisation qui ne sont plus nationales mais internationales. Si vous êtes détenu par un milliardaire français qui veut faire des affaires aux États-Unis, ben c'est évident que s'il possède une part majoritaire du monde ou une part minoritaire mais qui lui donne un pouvoir de blocage, ben évidemment que le monde ne va plus attaquer ou plus soutenir les critiques des États-Unis comme ça se faisait avant. Donc cette évolution capitalistique de la presse
a été absolument, et ça s'est passé toutes ces dernières, enfin ces 20 ou 30 dernières années, a été catastrophique. Et maintenant, la résistance, on va dire, elle est sortie des grands journaux pour se réfugier dans des zones tout à fait marginales. Notre ami du courrier vient de partir, mais il n'y a plus que le courrier à Genève qui échappe. Il était là, c'est possible. Mais c'est vrai qu'à Genève, par exemple, en Suisse romande, il n'y a pratiquement plus que le courrier. Petit journaux. Pardon? Abonnez-vous. Voilà. Non, mais pour dire pourquoi? Parce qu'on n'a plus cette contrainte capitalistique et cette obligation de répondre à des codes ou à des formats ou à des obligations de la part d'actionnaires qui sont worldwide, qui sont disséminés dans le monde entier et surtout notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Ça, c'était la première évolution qui explique pourquoi Assange n'est plus soutenu. Et si vous regardez, moi, ce qui me... vous aurez compris, je suis relativement minoritaire et dissident dans le monde journalistique, même en Suisse romande, on me critique assez pour ça. Mais ce qui m'a personnellement beaucoup affecté, c'est de voir que les journaux, les grands médias suisses, qui s'étaient fait un honneur de publier les Wikileaks dans les années 2010, ont complètement changé, retourné leur veste et changé d'avis entre 2010 et 2019. Assange, il se battait pour publier, au fond, les papiers d'Assange à l'époque, et maintenant c'est devenu un paria absolu, quasiment absolu. Comment ça s'est passé? Parce que justement, suite à cette évolution de la presse que je viens de décrire, eh bien, les éditeurs et donc les rédacteurs en chef qui ont été nommés font la tâche pour laquelle ils sont payés, c'est-à-dire au fond, vendre du papier pour l'éditeur et pour le business des éditeurs, mais plus pour l'information des lecteurs ou des auditeurs. Et puis aussi parce que dans cette guerre de l'information, il y a d'immenses capitaux, il y a d'immenses dépenses qui sont faites pour manipuler, j'aime pas trop le mot manipuler, mais pour influencer les médias et influencer ce qui s'écrit dans les médias. Il y a des investissements considérables à travers toute forme des ONG. Pour moi, les ONG que je considérais comme très positives il y a une vingtaine d'années, pour moi, elles deviennent très suspectes, en tout cas beaucoup d'entre elles, parce qu'elles sont complètement opaques sur leur financement. Même des grandes organisations comme l'Amnesty International ne sont pas très transparentes. Bon, je parle des meilleures, hein, je ne parle pas des... Mais celles qui ont une réputation. Donc c'est un milieu complètement opaque, où il n'y a pas d'accountability, comme on dit en anglais, c'est-à-dire devoir rendre des comptes, pas seulement à ceux qui les payent, mais à l'ensemble de la communauté. Et donc ces ONG, pour moi, beaucoup d'entre elles sont devenues aussi des instruments d'influence, via les capitaux qu'elles reçoivent des gouvernements, ou comme ça se fait maintenant, par exemple, plus de fonds directs des gouvernements ou de la CIA, mais via des cohortes de think tanks ou d'instituts de géopolitique, International Crisis Truc, National Democracy Fund, avec des noms ronflants, mais qui sont juste des fondations qui font transiter des fonds. En fournissant aussi toutes des gammes d'experts, si vous regardez les pages opinion des journaux, vous avez des réseaux d'experts que vous trouvez dans tous les grands journaux qui écrivent quasiment les mêmes articles. Et tous ces experts sont toujours proches d'une certaine tendance, proches des milieux atlantistes, proches des milieux libéraux, etc. Et on se passe le relais dans les universités, les think tanks, les pages op-ed des journaux. Et toute cette convergence, à la fois capitalistique et à la fois de ce réseau de think tanks, d'ONG, etc., au fond, amène les journaux, en même temps, disons, à produire un tel type d'information orientée, un type d'information, au moment même où les grands médias subissaient une crise sans précédent du fait de la concurrence d'Internet et de l'irruption des réseaux sociaux, c'est-à-dire où les rédactions souffraient, où on licenciait des gens,
où donc les journalistes n'avaient plus vraiment les moyens de faire leur métier. Donc on a eu un double effet de ciseaux, investissement massif d'un côté, réduction des budgets de rédaction de l'autre et du nombre de journalistes. Et voilà le monde dans lequel on se trouve maintenant. Et quand vous êtes comme moi je l'ai vécu aussi à titre personnel au Club de la Presse, où il y a 2 ans, pour celles et ceux qui s'en souviennent, j'avais organisé une conférence de presse à la demande de la mission de Russie, donc orientée, les Russes défendaient un point de vue, mais ils ont le droit aussi de le faire, sur les casques blancs en Syrie dans la guerre syrienne. Parce que si vous regardez la manière dont la guerre syrienne, civile syrienne s'est menée, c'est aussi une immense opération d'influence de l'information. On nous a présenté le méchant Assad, il n'est pas gentil, c'est pas ça que je dis, mais tout en blanc, tout en noir. Dans une guerre civile, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. On nous a survendu les rebelles syriens comme étant des agents de la démocratie, ce qui n'était absolument pas. Absolument pas. C'était des djihadistes qui avaient un agenda islamiste, comme on est en train de s'en apercevoir avec Al-Qaïda, avec Al-Nusra, etc. Donc, tout ça a été passé sous le boisseau. J'ai reçu ces casques blancs qui étaient accusés par les Russes et le gouvernement syrien d'être au fond des agents d'information des djihadistes. Personnellement, je n'ai pas d'opinion, mais on m'a attaqué simplement parce que je donnais la parole à ce type-là d'information. Alors que normalement, c'est aux journalistes de faire leur travail. La mission de quelqu'un comme moi, quand je reçois par exemple Assange au Club de la Presse, ça n'est pas de censurer, d'empêcher Assange de se produire, c'est de lui donner au contraire la parole pour qu'il puisse s'exprimer et que les journalistes, à partir de ça, fassent leur travail de critique. Ou disent non, contestent, etc. Même chose pour ceux qui critiquaient les casques blancs en Syrie. Mais avec les informations données, ils pouvaient critiquer. Je passe les détails, mais il y avait toutes sortes d'informations qui montraient que ces casques blancs n'étaient pas des agents neutres. Ce n'était pas assimilable à des délégués du CICR, parce qu'ils étaient justement, ils ne travaillaient que pour un côté, mais pas pour les autres. Ils ont le droit de le faire. Mais pourquoi ne pas les laisser, cette opinion-là, s'exprimer et laisser les journalistes faire tranquillement leur travail? Donc on voit que même pour des choses modestes, ici à Genève, petit club de la presse, sans grands moyens, on est pris à partie dans une campagne mondiale pour empêcher ces gens-là de s'exprimer parce qu'ils reflètent une opinion qui n'est pas l'opinion majoritaire, en l'occurrence sur la Syrie. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Le fin devrait être de découvrir un chemin tout ensemble pour se battre pour notre liberté.